Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous recevoir, Patrick Bordeaux. Merci beaucoup. Vous êtes pédopsychiatre, médecin spécialisé dans les addictions et vous êtes chercheur et également auteur du livre Se libérer de l'addiction en reprogrammant son cerveau. Donc, à travers vos recherches, vos conférences et vos écrits également, vous mettez en lumière toujours les racines profondes de l'addiction en la replaçant toujours dans une perspective qui est à la fois neuroscientifique, émotionnelle et existentielle. Et vous insistez sur le fait que l'addiction n'est pas un manque de volonté, mais un déséquilibre, inscrit dans le corps, également dans le cerveau, qui est souvent ancré dans l'enfance. Donc ça, on va le voir tout à l'heure, et aujourd'hui, ce que j'aimerais aborder, c'est explorer, ces chemins de compréhension, pour arriver à cette libération par la suite, qui peut être accessible à tout le monde, peu importe l'âge, évidemment. Donc, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les origines de l'addiction? Qui alors, l'addiction, elle n'est pas tout le temps liée évidemment à une substance, hein, ça peut être, d'autres facteurs, d'autres outils, hein, l'addiction au jeu, à la pornographie. Mais est-ce que pour vous, il y a toujours un terrain affectif qui est fragilisé pour arriver à ce genre d'addiction? Et puis, voilà, on verra après comment ça touche les enfants, les adolescents, puis, parce que des fois ça se déclenche aussi chez les adultes, un peu Ok. plus tard. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. On peut s'entendre sur une définition de l'addiction, peut-être au départ. La première chose, c'est de dire qu'au fond, l'addiction, en anglais, on dit un brain disorder. En Mmh. français, là, malheureusement, la seule solution, c'est de dire une maladie du cerveau. Le nom maladie choque un certain nombre de gens, tout le monde n'est pas toujours d'accord, mais si vous rajoutez à maladie que c'est une problématique qui a des racines à la fois biologiques, psychologiques et sociales, là vous arrivez à regrouper à peu près tout le monde. Parce que c'est sûr que dans les facteurs de risque, il y a la biologie, il y a la génétique. Si votre papa souffrait d'une problématique de consommation d'alcool, votre grand-papa aussi, puis votre oncle, et puis tout le monde dans la famille, ben, la probabilité que vous en présentiez une est quand même beaucoup plus grande que pour quelqu'un d'autre. Par contre, il y a aussi des facteurs sociaux, des facteurs psychologiques qui vont jouer un rôle, et c'est l'ensemble de l'œuvre qui va faire que la problématique va pouvoir se déclencher ou pas. Comme Mmh. d'ailleurs toutes les maladies. Vous savez que la schizophrénie, qui est quand même une maladie avec une composante génétique importante, si vous prenez deux vrais jumeaux, des jumeaux identiques, donc qui ont le même matériel génétique de leur papa et de leur maman, ben, la probabilité que l'un des jumeaux euh, développe une schizophrénie si l'autre en a un n'est que de 50%. Alors Oui. c'est beaucoup, 50%, mais c'est pas 100. Ce qui vous prouve qu'il y a des facteurs psychologiques, des facteurs sociaux, des facteurs environnementaux qui existent. Et c'est le mélange de tout ça qui va faire que une personne va pouvoir développer une addiction. Et comme vous l'avez dit, ça peut être une addiction à une substance comme l'alcool ou la drogue, mais ça peut aussi être une addiction à un comportement, ce qu'on appelle les addictions comportementales, comme par exemple le jeu compulsif, que ce soit le jeu compulsif d'argent ou, si on a le temps, on en dira quelques mots, les jeux compulsifs des jeux vidéo, Internet, médias sociaux, etc., parce qu'ils sont fabriqués pour devenir addictifs. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est un autre sujet, mais ils sont faits pour ça. Si vous êtes ingénieur dans une de ces entreprises et que vous fabriquez un jeu qui ne soit pas addictif, où les gens sont capables de jouer 3 4 minutes, s'arrêter et puis pas le retoucher pendant 2 jours, vous allez perdre votre job. Hein. Et De la même manière que si vous êtes un cuisinier ou un chef pour fabriquer une recette de pommes de terre chips que vous mettez dans un sac, si les gens sont, vous noterez d'ailleurs que les sacs sont de plus en plus grands, hein, parce qu'on en met de plus en plus dedans. Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez le sac, ben c'est fini. Toutes les chips vont terminer dans votre estomac parce qu'il y a la bonne combinaison de sel et de sucre pour que vous puissiez pas vous arrêter. Et si vous faites une recette où on peut manger 3 chips,
fermer le sac, puis le remettre dans le placard, bah, vous allez perdre votre job aussi, parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Alors ça, c'est une autre histoire, c'est parce que le sel et le sucre sont des substances vitales. Et nos ancêtres, l'homme des cavernes, ils ne trouvaient pas facilement du sucre et pas facilement du sel. Donc, ça donne un certain plaisir de le goûter. Donc, quand ils en trouvaient, ben, on voulait qu'ils en prennent le plus possible. Mais évidemment, la nature n'avait pas anticipé les supermarchés et la manière de fonctionner qui est la nôtre en 2025. Oui, donc ce que vous dites aussi, c'est que la société pousse à l'addiction. Et oui, le principe, comme on dit en anglais, de addiction for profit est énorme. Parce que quand vous vendez quelque chose, qu'est-ce que vous voulez? Ben, vous voulez le vendre le plus souvent possible. Donc, que ce soit les bonbons, que ce soit les chocolats, que ce soit ce qu'on appelle le junk food, je ne sais pas comment vous appelez en français le junk food, Oui, le fast-food, le fast-food, etc. C'est fait pour ça. Vous voulez que les gens en consomment. Et il y a aussi une hypocrisie, par exemple, pour l'alcool. C'est sûr que s'il n'y avait pas de gens qui buvaient plus que ce qu'on voudrait qu'ils boivent, ben, les compagnies d'alcool vivraient mal. Hein. mmh. C'est fait pour ça. Donc, effectivement, il y a une motivation pour la société de rendre certains comportements et certaines substances addictives pour que leur utilisation soit la plus répétitive possible. Et vous qui recevez donc, de jeunes patients, quelles sont les origines? Quel est le terrain en général qui est, mis en avant pour qu'ils arrivent à une addiction, soit de drogue ou est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez les principales causes qui amènent un enfant à devenir addictif à? Alors, il faut comprendre que pour rentrer dans le cycle de l'addiction, alors, comme je vous dis, il y a d'abord avant que j'arrive à ça, il y a d'abord les facteurs. Comme je vous dis, il y a des facteurs biologiques ou génétiques à considérer dans la famille. Quand vous évaluez un enfant ou un adolescent pour la première fois, bah, vous vous intéressez un petit peu à sa famille. Ça va vous orienter de savoir un peu ce qui se passe dans la famille ou ce qui s'est passé dans les générations précédentes. Après ça, il y a deux raisons de rentrer dans le cycle de l'addiction. Vous allez y rentrer soit parce que vous voulez vous sentir bien, donc c'est une expérience pour avoir un high, ou vous allez y rentrer, ce qui est très fréquent, pour ne pas vous sentir mal. Mmh. C'est-à-dire que des enfants traumatisés, des enfants anxieux, des enfants dépressifs, etc., vont essayer un comportement ou une substance pour essayer de compenser leur souffrance. Mais la réalité de l'addiction, c'est qu'une fois que vous aurez commencé et que vous serez accroché, que vous allez tourner dans le cycle, ben, à ce moment-là, vous ne consommerez plus jamais pour vous sentir bien, vous consommerez pour ne pas vous sentir mal de toute façon. Oui. C'est parce qu'une fois que vous êtes rentré dans le cycle, on n'a jamais vu de patients souffrant d'addiction qui soient heureux. Ça n'existe pas. Ils se Mmh. sentent mal et ils consomment pour ne pas se sentir mal. J'aurai peut-être l'occasion de vous expliquer pourquoi, mais je veux dire, ça c'est un phénomène biologique et c'est en fait le corps de la compréhension du cycle de l'addiction de George Koob, d'expliquer que bah, de toute façon, quelle que soit la porte d'entrée que vous allez utiliser pour rentrer dans ce cycle de l'addiction, une fois que vous êtes dedans, ben, ce sera plus jamais pour vous sentir bien, ça va être pour ne pas vous sentir mal. Et vous pensez que c'est la peur qui est la trame derrière, cette envie de ne pas se sentir mal? Qu'est-ce qu'il redoute le plus? La mémoire? Alors là, c'est pas une fois que vous êtes rentré, là, c'est pas la peur, c'est vraiment biologique. C'est-à-dire que le cerveau humain aime, l'organisme humain aime l'équilibre. Mmh. C'est-à-dire que si par exemple vous avez trop chaud, votre température corporelle monte, ben, vous allez transpirer pour faire descendre votre température. Si vous avez trop froid, vous allez avoir des frissons pour essayer de réchauffer votre corps. On est des êtres homéostatiques qui maintiennent une homéostasie. Et donc ça, c'est essentiel. C'est vrai pour votre tension artérielle, c'est vrai pour votre fréquence cardiaque, etc. etc. Et le grand apport de George Koob dans cette pensée, c'est qu'il explique que c'est vrai aussi pour le plaisir.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand vous faites une activité qui apporte beaucoup de plaisir? Vous sécrétez des quantités très importantes de dopamine et d'autres neurotransmetteurs, mais pour simplifier les choses, parlons de la dopamine. Et là, au départ, bah, vous allez avoir un high, vous allez être très heureux, vous allez vous sentir très bien, ce qui va participer d'ailleurs à l'idée de recommencer. Mhm. Parce que plus le plaisir dont vous allez faire l'expérience est intense, plus vous allez vouloir recommencer rapidement. Je dis toujours, si quand je donne un cours, je ne sais pas moi, le mercredi matin, à la fin du cours, vous savez que vous allez avoir une pizza à manger, puis que vous sentez la bonne odeur de la pizza arriver, je pense que tous mes étudiants vont être là, pas forcément pour moi, mais pour la pizza. Mais si à la fin du cours, j'ai l'idée de leur donner du crack cocaine plutôt qu'une pizza, ben là, non seulement ils vont arriver, mais ils vont courir pour arriver, et je vais avoir tout le reste de l'université qui va venir aussi, une fois qu'ils sont accrochés, parce que la quantité de dopamine qui est libérée est 100 ou 150 fois plus grande que celle libérée par le fait que vous allez manger une pizza que vous aimez ou du chocolat si vous aimez le chocolat, etc. Donc déjà là, vous allez sécréter une quantité anormale de dopamine dans votre cerveau. Et comme le cerveau aime l'équilibre, au bout d'un certain temps, il va se dire là, c'est pas normal. Le cerveau, on se sent beaucoup trop bien, il y a beaucoup de trop plaisir, il faut que je fasse quelque chose. Et qu'est-ce que fait le cerveau dans ce cas-là? Il commence à sécréter des hormones de stress. C'est-à-dire que vous allez vous sentir anxieux, vous allez vous sentir angoissé, vous allez vous sentir mal, vous allez avoir un sevrage, parce que le cerveau, il essaye de dire non, 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 là, ça ne va pas votre affaire, il y a beaucoup trop de plaisir là-dedans, il faut rétablir un certain équilibre. Mais à ce moment-là, quand vous allez vous sentir mal, ça va se chroniciser, puis qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas vous sentir mal? Ben, vous allez consommer de nouveau. Et là, la dernière étape dans ce cycle qui est très vicieux, c'est que des environnements, des objets, des personnes qui étaient neutres ne le sont plus. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui va vous rappeler la consommation, tout ce qui va faire en sorte que ça va très vite aller dans votre cerveau et que vous allez vous souvenir instantanément du plaisir que vous avez ressenti dans le passé, ben vous allez le ressentir tellement fort que vous allez vous précipiter pour le faire à nouveau. Ça, c'est le moteur du cycle de l'addiction. J'avais un patient à New York qui avait pendant des années fumé du crack cocaine. Il s'en Mhm. était sorti et il racontait à sa psychologue que c'était bizarre, il travaillait dans Wall Street et chaque jour, quand il sortait pour prendre le lunch, ça- il avait comme un urge, un besoin urgent de consommer. Il ne le faisait pas, mais ça durait quelques minutes et ça passait. Et la psychologue, qui était une bonne psychologue et qui a donc découpé en tranches, comme on le fait en entrevue cognitive comportementale, ce qui se passait, elle a découvert que le rush, l'idée de consommer, se produisait. Vous savez, à New York, on a beaucoup de street vendors, des Oui. vendeurs de. Et là, il y avait un vendeur de brochettes orientales. Ça sent bon, les brochettes orientales, hein? Donc, quand il approchait le vendeur moyen-oriental et ses brochettes, il avait immédiatement l'envie de consommer du crack cocaine. Pourquoi? Parce que son vendeur, quand il achetait le crack cocaine, était à proximité d'un vendeur de rue qui vendait des brochettes de poulet, du shish kebab. Et lui, il n'avait jamais fait le rapport, mais le cerveau, lui, il l'a fait. Donc, dès que le cerveau sentait, vous savez, l'odorat, c'est vraiment de tous nos organes d'essence le plus puissant. Dans un domaine beaucoup plus romantique, c'est la Madeleine de Proust, hein. Il avale sa Madeleine, il goûte sa Madeleine, et pendant 25 pages, quand on est jeune, on trouve ça très ennuyeux à lire. Pendant 25 pages, il se souvient du thé qu'il prenait chez sa grand-mère avec le goût de la Madeleine. C'est le même principe. Donc, une fois que c'est pris, alors les gens avec qui vous consommez, les endroits où vous avez consommé, une odeur, un bruit, une musique, etc., va immédiatement évoquer cette sensation de plaisir intense et va vous repousser à consommer. Vous allez vous ressentir très mal de nouveau. Quand vous allez vous sentir mal, vous allez vous voir consommer, etc., etc., jusqu'au moment où vous arriviez par différents moyens possibles à sortir du cycle. Hmm.
Et concernant les enfants, est-ce que vous pensez que souvent l'élément déclencheur, c'est une famille décomposée ou c'est génétique? Comment des jeunes ils arrivent à être addictifs? Ben, c'est l'ensemble de l'œuvre. D'abord, vous avez les facteurs de risque. Alors, comme je vous ai dit, il y a les facteurs génétiques. C'est sûr que si dans votre famille, il y a beaucoup de membres qui ont eu des problèmes de consommation d'alcool, de drogue, etc., ben là, il y a des chances qu'il y ait un côté génétique. Bon. Après ça, il faut ajouter aussi les facteurs de stress ou les facteurs d'exposition, comme je vous dis, à tout ce qui peut provoquer une souffrance. Une famille décomposée, pas forcément, mais un enfant qui est malheureux, qui a été subi de l'abus physique ou psychologique ou de l'intimidation ou de la violence, encore pire, ou témoin de violence, tout ce qu'on appelle traumatisme de l'enfance, mais ça c'est un autre sujet que celui de l'addiction, mais ça se regroupe. Les enfants traumatisés vivent ce qu'on appelle en anglais les ACE, Adverse Childhood Events. Alors plus il y en a, plus il y a de problèmes physiques et mentaux qui naissent, et l'une des probabilités qui naît tout de suite, c'est celle d'aller consommer pour oublier sa souffrance. Mmh. Alors, la violence parentale, être témoin de violence, être objet de violence psychologique ou physique, avoir un parent qui est incarcéré, avoir de la maladie mentale dans la famille, etc., etc., avoir vécu des sortes de choses, ben ça, ce sont des stresseurs qui peuvent vous pousser à consommer. Et puis, il y a aussi, alors, sans les stresseurs qui vous poussent à consommer parce que vous vous sentez mal, il y a aussi l'environnement, la banalisation de l'utilisation de drogue, d'alcool ou de comportements de jeu, comme par exemple les paris sportifs, le fait que tout le monde le fait, que tout d'un coup, vos amis, l'influence. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour un jeune? C'est l'influence sociale. Le Mmh. plus important pour un jeune, c'est d'être accepté dans un groupe, de faire partie du groupe, d'être reconnu. Alors là, évidemment, euh, c'est une tentation énorme pour un jeune, si tout le monde consomme, d'aller. Et puis en plus, quand il va sortir high la première fois, il va avoir envie de recommencer. Alors, dans ce groupe-là, il y a plutôt un facteur expérimental, et puis le fait que c'est pour s'amuser, pour avoir du bon temps. Moi, j'ai un patient qui m'a dit un jour, allant à l'université, bah, la manière dont on consomme les psychostimulants que vous me donnez pour mon trouble de déficit de l'attention, je les prends par la bouche pendant la semaine parce que j'obtiens des bons résultats scolaires, puis ça fait plaisir à mes parents qui ont payé très cher pour l'université. Et puis le week-end, je sors avec mes amis, puis je les sniffe. C'était sa conception d'utiliser la médication que je lui donnais. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de raisons de rentrer ou pas. Parce que quand on donne des raisons, la première question que vont vous poser les parents, c'est qu'est-ce qu'on fait pour éviter, pour protéger? Ben, la plus grande protection, c'est de compétitionner, c'est-à-dire d'offrir aux jeunes et aux enfants des activités, des hobbies, des choses qu'ils aiment beaucoup, qui leur apportent beaucoup de plaisir et qui ne sont pas compatibles avec la consommation de drogue, d'alcool ou autres comportements compulsifs. Mmh. C'est ça la clé. Souvent, j'avais donné une entrevue il y a 2 ans, je crois, à Europe 1, juste au début de l'été, où une maman, je ne sais plus, quelqu'un m'avait demandé bah, qu'est-ce qu'on fait là, nos enfants, ils vont être libres là, pendant 2 mois, là, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter que, c'est surtout le cannabis, qu'ils fument du cannabis. Ben, je dis ce que vous pouvez faire de mieux, c'est avoir des activités où il n'est pas compatible d'avoir consommé de l'alcool ou des drogues et pouvoir, par exemple, faire partie d'une équipe de volleyball ou autre, parce que le lendemain matin, l'entraîneur, il va vous mettre à la porte si vous arrivez complètement incompétent parce que vous êtes intoxiqué soit par une substance, soit par l'alcool. Je me souviens d'un patient un jour qui m'a dit, bah moi, il avait été élevé dans un milieu très pauvre, très défavorisé, avec beaucoup de risques, et c'est sûr qu'il a dû consommer des choses diverses pendant sa jeunesse, mais il m'avait dit, bah, je dis, qu'est-ce qui vous a retenu pour ne pas consommer plus? Parce que c'est un monsieur maintenant qui avait très bien réussi, qui avait un métier qui est... je sais plus ce qu'il est, je crois qu'il est ingénieur, peu importe. Il m'a dit, bah, c'est très simple. Je faisais partie de l'équipe de football ou de basketball, je me souviens plus, de mon école, et le fait
faire partie de cette équipe m'apportait beaucoup de plaisir et je voulais pas le perdre. D'abord parce que j'étais fier de gagner les compétitions avec mes camarades et qu'en plus ça me permettait d'avoir les plus jolies filles de l'école parce qu'on était tous les héros. Ben, si j'étais arrivé intoxiqué le matin pour l'entraînement, ben, mon coach m'aurait mis à la porte, c'était aux États-Unis, puis l'affaire était réglée. Donc il y a toujours une compétition du plaisir. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'entrevue motivationnelle. Il faut que les gens arrivent eux-mêmes à la conclusion que une activité nocive n'est pas compatible avec quelque chose qui leur apporte plus de plaisir. Mais est-ce que vous pensez que même s'il y a un sevrage et que la personne se met en compétition avec elle-même, elle se revalorise, il n'y aura pas peut-être au bout de 2 ans, 5 ans, un événement encore déclencheur? Parce que est-ce que l'addiction, elle reste toujours latente? Elle a été là, il y a une mémorisation, les Oui, sens se oui. sont activés, donc c'est, il y a un Vous avez 100% raison. C'est pour ça qu'on ne dit qu'on ne guérit jamais une addiction, on la met en rémission et c'est un effort constant pour les personnes qui ont vraiment souffert d'addiction de ne pas retourner dans le cycle. Alors, c'est comme de tomber de cheval. Si vous tombez de cheval, on vous fait remonter dessus tout de suite pour que vous repreniez, ça peut arriver. Il est évident qu'avec le temps, la mémoire s'atténue, la mémoire du plaisir intense s'atténue, donc le risque de rechuter après 10 ans est quand même moins grand que le risque de rechuter après une semaine ou deux ou trois, etc. Mais effectivement, il est toujours là. J'ai eu un collègue chirurgien un jour qui n'avait pas consommé d'alcool pendant 15 ans ou 20 ans, je ne me souviens plus, puis tout d'un coup, il s'est passé quelque chose et il a consommé. Et alors évidemment, quand le goût de l'alcool est revenu, alors là, il est parti dans un binge pour quelques jours. Ça s'est arrangé, Dieu merci. Il, il a eu le bon sens de ne pas pratiquer pendant cet épisode, de prendre des congés, etc. Puis, mais vous avez raison de dire que euh, c'est un état de rémission qu'il faut garder. Vous savez, c'est le principe des A. Pourquoi on demande, qui est encore un des principes les plus efficaces pour maintenir sa sobriété. D'abord parce que c'est constant, et ceux qui y vont une fois par semaine ou deux fois par semaine, ou peu importe, ben, ça leur rappelle aussi constamment là où ils étaient. Parce qu'il y a toujours des nouveaux membres qui arrivent à la rencontre, qui sont dans la rue, qui ont tout perdu, qui n'ont plus à manger, leur femme ou mari les a abandonnés, etc. Donc ils disent, hey, ça peut m'arriver aussi. Et le principe d'avoir un parrain, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui peut vous parler, de l'appeler quand vous avez besoin, et ils ne peuvent pas leur dire ce qu'ils me disent à moi, par exemple, en disant, mais oui, mais vous ne savez pas ce que c'est, vous avez une approche, vous avez une compréhension plutôt médicale de l'affaire, mais vous ne savez pas. Le parrain, lui, il sait parce qu'il a vécu la même chose. Donc, on ne peut pas lui dire ça. Donc, c'est toujours une approche très puissante qui répond un peu à votre question. C'est-à-dire que effectivement, on peut toujours retomber et que le meilleur moyen de ne pas retomber, c'est de... se faire Et accompagner, puis, vous avez aussi une vulnérabilité dont je ne vous ai pas parlé, qui est vraiment neurobiologique, c'est que notre cerveau, notre cortex préfrontal, n'arrive à maturation qu'à l'âge de 25 ans. Vous savez, le cerveau, il se forme d'arrière en avant. Quand vous naissez, là, il vous faut un tronc cérébral mature. Parce que sinon, vous ne maintenez pas votre tension artérielle, votre fréquence respiratoire. Si les grands prématurés, ce n'est pas pour rien qu'il faut les maintenir en vie dans un milieu bien protégé, avec tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent respirer, que le cœur puisse battre, puis qu'ils puissent se développer, jusqu'au moment où le tronc cérébral arrive à sa maturité et puisse s'occuper lui-même de toutes ses fonctions. Puis peu à peu, le cerveau se forme d'arrière en avant. Alors, qu'est-ce qui va être formé d'abord? C'est tout ce qu'on appelait avant le système limbique, le cerveau émotionnel, ce qu'on a, et donc ce qu'on appelle maintenant le centre de la récompense, puis les centres de stress, ce qui veut dire qu'un jeune ado, comme vous devez le savoir, ça répond beaucoup plus aux émotions qu'à toute chose autre. L'adulte aussi, d'ailleurs, ça c'est un autre problème, mais je veux dire, l'adulte aussi répond mieux. Et c'est seulement à 25 ans que le cortex préfrontal, aux environs de 25 ans, devient complètement mature et est capable de devenir le chef d'orchestre et de contrôler le cerveau plus émotionnel, le cerveau, donc les centres du plaisir et du stress.
Et dans l'addiction, qu'est-ce qui se passe? Ben, le cortex préfrontal perd son activité, sa capacité de contrôler. Vous savez, l'addiction, c'est une perte de contrôle. Imaginez un orchestre symphonique avec des musiciens tous intoxiqués et un chef d'orchestre ben, qui a perdu le contrôle. Chacun joue ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Mais il n'y a plus d'orchestre, là. Il n'y a plus de chef d'orchestre. Un cerveau de personne qui souffre d'addiction, c'est un cerveau qui n'a plus de chef d'orchestre, qui a perdu le contrôle. Puis les autres parties ben, font ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est pas très profitable, ça. Pas très Mais efficace. c'est intéressant ce que vous dites parce que justement, si l'enfant qui est encore en train de développer, son cerveau limbique et qui n'a pas cette maîtrise sur ses pulsions, est-ce que lui, justement, ça serait pas un patient à plus haut risque qu'un adulte ou Par qu'une personne, définition, c'est 25 pour ça qu'on dit parfaitement, on dit toujours, moi je dis toujours que l'addiction, c'est une maladie pédiatrique. Hein. Bon, on peut développer des addictions plus tard pour d'autres raisons, des patients à la retraite qui développent un problème de consommation d'alcool, un patient qui a été opéré, qui génétiquement était plus vulnérable et a développé une addiction aux opiacés après sa chirurgie. Ça arrive. Mais le cerveau d'enfant, d'adolescent est un cerveau extrêmement vulnérable. D'ailleurs, je dis toujours, si vous êtes un bon vendeur de drogue, expérimenté, vous n'allez pas vous installer pour vendre vos affaires près d'une maison de retraite. Vous allez vous installer près d'une école. Ça va marcher beaucoup mieux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aux États-Unis, si vous vendez de la drogue près d'une école, les peines, je crois, sont 2 ou 3 fois plus élevées pour essayer de les dissuader, parce que les clients, ils sont là. Donc, effectivement, il y a une vulnérabilité intrinsèque qui est liée au, qui est liée à notre constitution et à notre évolution, notre progression de la formation cérébrale, qui nous rend beaucoup plus vulnérables jusqu'à l'âge de 25 ans qu'après. et vous qui avez vu, toute cette patientèle évoluer avec la société, est-ce qu'il y a des addictions chez les enfants qu'on retrouve maintenant davantage et qui sont encore plus dangereuses que, je ne sais pas si l'alcool a enfin, i ce sont des grands consommateurs d'alcool, mais est-ce qu'il y a vraiment des addictions qui sont catastrophiques, mais qu'on retrouve en général chez eux? Alors, écoutez, les addictions catastrophiques, alors d'abord, ça dépend de la substance. Il est important de ne jamais mentir aux adolescents. Je pourrais vous donner au moins une dizaine de raisons très valables pour lesquelles ce n'est pas une bonne idée de consommer du cannabis dans un cerveau qui est encore en transformation jusqu'à l'âge de 25 ans. Mais par contre, je ne peux pas vous dire que vous pouvez mourir de consommation de cannabis. Il ne faut pas le dire parce que si vous le dites et qu'après les jeunes s'aperçoivent que c'est pas vrai, ben là, vous avez perdu toute crédibilité, vous êtes le vieux machin qui a peur de tout, etc. Par contre, vous parlez d'alcool, l'éléphant dans la pièce, c'est l'alcool. Mmh. Alors, les jeunes ne boivent pas comme souvent les adultes. Ce n'est pas souvent de l'alcoolisme chronique où tous les soirs, ils doivent boire 2 ou 3 ou 4 scotch, martini ou peu importe, mais ils boivent ce qu'on appelle en anglais sous forme de binge. C'est-à-dire qu'ils peuvent boire 5, 10 ou 15 consommations en moins d'une heure. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait de l'intoxication alcoolique. Vous pouvez mourir d'un arrêt cardio-respiratoire. Et malheureusement, ça arrive très souvent chez les jeunes. Si on n'arrive pas à temps à les intuber, ben, ils meurent. Et alors, en plus, il y a une autre euh, comment dirais-je, en anglais misconception, il y a une fausse croyance chez les jeunes, surtout par exemple chez les jeunes qui ont peut-être une génétique de consommation d'alcool dans leur famille et qui disent, bah moi là je suis fort, il n'y a pas de problème, je bois 10 consommations, hein, puis je suis jamais sous, je me retrouve pas à regarder le bol des toilettes plutôt qu'à être assis dessus, là, ça m'arrive pas ça. Mais en réalité, ce que je leur explique d'emblée, je dis ça, ça ne prouve pas que vous êtes fort, ça prouve que vous n'avez pas de système d'alarme. C'est pas la même chose. Et je leur donne comme exemple, si vous êtes chez vous, vous êtes sur votre canapé, vous regardez la télévision, puis tout d'un coup il fait chaud, ça chauffe, il y a de la fumée, les pieds sont chauds, ça brûle. Mais vous vous dites, ben non, pas grave, parce que le truc là-haut, là, il n'est pas déclenché. Il n'y a plus de batterie, il ne marche pas, il ne fait pas de bruit. Vous allez brûler pareil. Donc ce n'est pas une force,
c'est un système d'alarme qui ne fonctionne pas. Et ça, je dirais qu'avec euh, l'impact qu'a l'alcool encore dans nos populations, c'est très, très important de leur faire passer ce message. Moi, je leur dis souvent aux jeunes, écoutez, vous allez consommer de l'alcool de toute façon. Parce que si vous me dites que vous sortez avec vos amis, c'est pas parce qu'un vieux psychiatre comme moi vous dit de pas consommer que vous n'allez pas consommer. Mais moi, je vous donne un conseil. Quand vous consommez, essayez de ne pas dépasser un maximum de 3 consommations par heure. Alors, 3 consommations, ça peut être un verre de vin, un shot d'alcool, une bière, etc. Je ne dis pas que vous ne serez pas malade au bout d'un certain nombre d'heures, mais vous mourrez pas parce que vous n'allez pas dépasser largement la capacité de métabolisation de votre foie et donc vous n'allez pas faire d'intoxication alcoolique. Donc ça, effectivement, c'est très important de le dire aux jeunes. Alors après ça, vous avez les risques du fentanyl, vous avez le risque des opiacés, vous avez toutes ces substances avec lesquelles vous pouvez mourir d'overdose, surtout si elles sont mélangées les unes avec les autres. Ça, c'est de l'éducation à faire. C'est pas facile parce que, comme vous savez, quand on est jeune, on a l'impression d'être invincible et persuader un jeune qui a un risque de décès, c'est pas facile. Mmh. S'il a vu des amis mourir, peut-être, dans son cercle, mais là, on est déjà dans des gens qui consomment beaucoup plus. Mais sinon, euh, à 20 ans, à 15 ans, à 16 ans, à 18 ans, même avant, vous ne persuadez pas. Je me souviens un jour à Paris, il y a des années de ça, une grande affiche sur un toit qui disait le tabac tue lentement. Oui. Et il y avait quelqu'un qui avait été monté jusqu'en haut, probablement un jeune pour être capable de faire ça, et qui avait écrit dessous, bah, c'est très bien, on n'est pas pressé. Donc c'est ça la réaction des jeunes. Vous voyez, donc il faut se méfier. C'est pas facile de faire passer un message. Et l'addiction pour vous qui est la plus difficile à retirer, ça reste l'alcool? Ou vous parliez du jeu, de l'addiction aux réseaux sociaux, jeux Ça vidéo? dépend des. Je pense que c'est variable. Il y a des sevrages difficiles, différents. Par exemple, le sevrage aux opiacés euh, est un sevrage qui est extrêmement pénible du point de vue physique. Oui, Si vous n'avez pas une problématique cardiovasculaire, vous n'en mourrez pas. À la limite, je pourrais prendre un héroïnomane, le mettre dans une pièce, fermer à clé, puis le laisser pendant 4 jours. Il va vomir, il va avoir des maux de tête épouvantables, il va avoir des diarrhées, il va avoir mal partout dans le corps. Quand je vais ouvrir la porte, il va probablement me mettre un coup de poing dans la figure pour me remercier, mais il sera désintoxiqué et il ne sera pas mort. Par contre, comme vous savez, la désintoxication à l'alcool, ça c'est une autre affaire. Vous pouvez effectivement convulser, des délirium tremens, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se faire. Donc c'est très variable. Ou par exemple, vous ne mourrez pas d'un sevrage progressif au cannabis. Mais c'est très long et compliqué parce que le cannabis reste très longtemps dans votre corps, c'est très lipophile, donc ça se cumule dans les tissus gras. Et ça prend des semaines où il y a des symptômes, ce qu'on appelle anédoniques, il y a amotivationnel, ils ne veulent plus rien faire, ils sont mal, ils sont anxieux, ils sont angoissés, etc. Ça prend du temps. Alors c'est difficile, la tentation de reconsommer de nouveau est importante. Puis ça dépend aussi de l'environnement. Vous savez, si vous désintoxiquez quelqu'un qui a beaucoup de moyens financiers et qui est dans un milieu où la consommation est courante, je sais pas moi, dans le milieu de la musique, le show business, peu importe, ben là, c'est très difficile parce que ça fait partie de l'environnement. Et il faut bien faire la différence entre la désintoxication et la réhabilitation. C'est deux choses complètement différentes. mmh, Mon ami Walter Ling, qui est un psychiatre maintenant très âgé, qui est moitié chinois, moitié thaï, et une partie thaï, partie chinois, partie américain, mais il est professeur à UCLA à Los Angeles depuis des années, maintenant il doit être professeur éméritus, disait toujours, la désintoxication et la réhabilitation, c'est comme le mariage et la cérémonie du mariage. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir une cérémonie du mariage extraordinaire. Tout est beau, tout est magnifique, les fleurs, la nourriture, la fête, le cadre. C'est idyllique. Puis 2 ans après, vous êtes divorcé. mmh. Pas pareil.
où vous pouvez avoir un mariage épouvantable, il a plu dans l'église, la nourriture était mauvaise, les musiciens faisaient des fausses notes, enfin une horreur totale. Puis 20 ans après, vous êtes toujours marié quand même. Donc, la désintoxication, c'est une chose, ça prend 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, suivant la substance et ce que c'est. Mais après, la réhabilitation, comme on disait au début de notre conversation, c'est un long projet et c'est un projet d'une vie. Donc, c'est deux choses différentes. Désintoxiquer, c'est mécanique, c'est médical. La réhabilitation, ça implique beaucoup d'autres choses. Bah, on va en parler justement. Quand vous, dans votre livre, quand vous parlez de cette reprogrammation du cerveau, est-ce que vous avez développé vous-même aussi des pratiques, de reprogrammation pour sortir de cette addiction? Qu'est-ce que vous avez compris, heu, dans ce parcours? Moi, je pense que dans ce parcours, quand je dis reprogrammer, c'est pas de la neurochirurgie, c'est pas de l'intelligence artificielle. Peut-être qu'un jour, oui, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Je pense que comme psychiatre, comme médecin, comme psychothérapeute, je pense on peut se rattacher à deux méthodes qui existent aujourd'hui, trois en fait, je dirais. La première, c'est euh, toute l'idée d'entrevue motivationnelle, c'est-à-dire de faire en sorte que le patient arrive lui-même à la décision qu'il a plus à gagner en ne consommant pas que, en consommant, et que les activités qu'il aime et qui sont importantes pour lui, sa famille, ses enfants, sa vie en général, avoir une vie agréable, point de vue matériel, n'est pas compatible avec euh, l'addiction. Ça, c'est une première manière de l'aborder. La deuxième manière de l'aborder, c'est effectivement ce que Viktor Frankl appelait la logothérapie, c'est-à-dire qu'il faut avoir un pourquoi pour tolérer le comment. Alors, Viktor Frankl était un neuropsychiatre qui avait été incarcéré à Auschwitz, enfin incarcéré, c'était un mot, mais qui a survécu les camps de concentration et qui, médecin ensuite, chercheur, etc., a dit et écrit dans tous ses livres que ceux qui ont survécu, c'est ceux qui avaient un pourquoi, qui avaient une raison de vivre. Sinon, ils Mmh. mouraient très vite ou ils se suicidaient parce qu'ils ne voulaient pas vivre. Voilà. Donc, si vous avez un pourquoi, encore une fois, si vous avez quelque chose qui est important, ben, vous allez être motivé pour ne pas reprendre un comportement que vous savez, c'est une autre forme de motivationnel, mais c'est ce qu'on appelle la logothérapie. Puis la troisième chose, c'est le soutien, les groupes de soutien comme AA, NA, aussi pour le jeu, Gamblers Anonymous en anglais. C'est aussi très utile. Et pour certains, plus vous. En fait, la vérité, c'est qu'il faut utiliser tous les outils que nous avons dans notre boîte parce que c'est une maladie complexe avec beaucoup de facettes et que tout ce qu'on peut utiliser, ben, il faut le faire. De l'utiliser chez les jeunes. Il ne faut pas se dire ne pas traiter les jeunes pharmacologiquement parce que ce sont les plus vulnérables. Vous savez, le comportement à risque des jeunes, il n'y a pas que la drogue et l'alcool. Euh, Si vous avez moins de 25 ans, essayez de louer une voiture, d'aller chez Hertz ou chez Avis ou de louer une voiture. Ça va vous coûter 3 fois le prix. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que la probabilité que vous allez ramener un véhicule avec une forme un peu différente de celle que vous avez sortie du garage, ben, elle est beaucoup trop élevée pour leur comptable. Donc, ils vont vous demander un prix qui, pour eux, va couvrir leurs risques. C'est aussi simple que ça. Les statistiques sont très claires. Si vous êtes un homme et que vous avez moins de 25 ans, la probabilité d'avoir un accident de voiture doit être, je ne sais pas combien de fois plus grande, mais très significativement que si vous êtes déjà une femme et si en plus vous avez 30 ou 35 ans où votre cerveau est plus mature et vous prenez moins de risques. Donc, ce n'est pas seulement pour la drogue, mais il ne faut pas hésiter à, euh, à traiter jeune. Je pense qu'on a souvent, ah ben non, il est trop jeune pour les médicaments. Non, non, on n'est jamais trop jeune, vu les conséquences à long terme de l'addiction, à court terme, moyen terme et long terme, y compris le décès quand c'est de l'alcool consommé sous forme de binge. Il ne faut pas hésiter à utiliser tous les moyens que nous avons, sociaux, pharmacologiques et psychologiques. Mmh. Oui, mais l'addiction, c'est un sujet, je dirais toujours à la mode.
et encore plus aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de transmettre, de donner le plus d'informations, que ce soit aux psychologues, aux psychothérapeutes, et puis que tous puissent se réunir et savoir aussi comment consulter, comment apporter de l'aide, justement en comprenant tous ces facteurs qui viennent de part et d'autre influencer le choix du patient. Et puis quand vous comprenez, moi, vous savez, l'idée du livre avec George Koob est venue parce que j'avais un de mes amis il a vendu, mais il avait une clinique de traitement de réhabilitation d'alcool et de drogue à Montréal. Et il m'avait invité un samedi matin en disant, écoute, est-ce que tu veux venir parler à mes patients et à leur famille de la neurobiologie de l'addiction? Puis je me suis dit dans ma tête, comme c'est un bon ami, je vais le faire, il n'y a pas de problème, mais ils vont s'endormir au bout de 10 minutes. Donc j'avais prévu, je sais pas, 15 minutes de parler un peu. Et en fait, 1 heure et demie après, j'étais toujours là à leur répondre à leurs questions. Et je me suis aperçu que quand vous expliquiez la maladie, quand vous expliquiez que c'était une problématique du cerveau avec des racines biologiques, psychologiques, sociales, comment marchait le cycle de l'addiction, ben vous les déculpabilisez. Et quand ils sont déculpabilisés, ils sont beaucoup plus motivés pour rentrer dans le chemin du traitement. Et les intervenants, eux, comprennent mieux ce qu'ils font, donc ils le font mieux. Et j'ai répété l'expérience 2 à 3 fois, 2, 3 samedis de suite, et j'ai eu le même résultat. Et c'est à ce moment-là que j'ai contacté mon ami George Koob, qui m'a dit, ben, écoute, moi j'ai eu la même expérience à San Diego, parce que George Koob est de Californie et de San Diego. Et il dit, ben alors j'ai dit, écoute, tu sais ce qu'on devrait faire, George? On devrait faire un livre pour le grand public, pour les cliniciens, pour les intervenants, les travailleurs sociaux, psychologues, éducateurs. Et il me dit, c'est une très bonne idée, j'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai jamais eu le temps. Alors voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas écrire le livre, et puis moi, je te dirai ce que tu as le droit d'écrire et ce que tu n'as pas le droit d'écrire. Donc, effectivement, c'est comme ça que ça s'est fait. Travailler 2 ans avec un chercheur fondamentaliste, c'est pas toujours facile parce que c'est très rigide, il faut moins de temps, mais on s'entend très bien, on a passé de bons moments ensemble et d'où est venu le livre. Donc, effectivement, quand vous éduquez les familles, les patients, les intervenants, quand vous leur montrez, ça les déculpabilise pour ce qui est des patients. Pour la famille, c'est-à-dire, ah, ben, je comprends mieux, donc je vais mieux aider. Et même les intervenants, ça les aide aussi. Donc effectivement, c'est l'idée de partager les connaissances tant qu'elles évoluent, pour d'abord pour avoir des nouvelles, peut-être des nouveaux moyens, des nouveaux outils, mais aussi pour que déculpabiliser les patients, parce que en fait, c'est ça l'histoire, c'est que ils veulent même pas s'approcher du traitement souvent. C'est c'est un traitement et puis encore une fois, hein, l'addiction, elle est tellement proche de la personne que ça en devient c'est une relation intime et puis après, bon, après ça, c'est toute la phase en psychothérapie, je dirais, pour ma part. C'est de comment libérer la parole, comme vous le disiez tout à l'heure, de poser des mots dessus, de pouvoir, se déculpabiliser et après, il y a tout le réapprentissage et la maîtrise de C'est complètement envahissant. Il faut en fait se reconstruire et c'est pas facile. Et se reconstruire, c'est quoi? Ben, je dis toujours, on a des moyens qu'on peut utiliser comme psychologue, comme psychiatre, comme intervenant. Ça, c'est comme les briques pour reconstruire. Mais après, il faut qu'il y ait le ciment qui tienne les briques ensemble parce que c'est long. Et le ciment, c'est pas compliqué. Il faut donner de l'espoir aux patients, il faut maintenir cet espoir en vie et il faut les inspirer. Ça, c'est le ciment entre les briques. Et quand vous gardez un patient en thérapie, il faut continuer à le faire. Et c'est pas si facile. C'est le principe de l'entrevue motivationnelle, c'est le principe de la logothérapie de Viktor Frankl, euh, qui était d'ailleurs un principe de Nietzsche. Il n'a pas, pour survivre le comment, il faut avoir un pourquoi. À l'origine, c'est Nietzsche. Mais c'est ça qu'il faut faire. Donc ça fait partie, en fait, quand on peut passer ce message, ça fait partie de des, des outils que nous avons pour aider nos patients. Je vous remercie beaucoup Patrick pour votre Ça temps, a été un grand plaisir. Merci de générosité. m'avoir invité.
que cette vidéo sera regardée par tous parce que ça nous concerne de près ou de loin, l'addiction. C'est un sujet qui revient souvent, en tout cas, en séance pour moi et je connais beaucoup de personnes qui sont atteintes donc merci beaucoup Patrick. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. À bientôt.